Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce séminaire du mardi consacré à la sexualité des jeunes sous main de justice, sexualité en tant que telle, donc qui sera présenté par Yael Menghi et Arthur Vatou de l'INJEP. C'est autour d'une étude, donc je leur laisserai présenter plus avant cette étude. Juste pour préciser que sur la question du milieu carcéral, alors il y a maintenant 1 an pour être plus précis, on avait fait aussi dans cette même salle une présentation d'une étude, une démarche communautaire en prison, donc vous pouvez aussi retrouver sur le site de la chaire jeunesse. Ça avait été fait en collaboration avec Médecins du Monde, donc signe qu'il y a aussi de la continuité, même si on était plus là sur des publics adultes en tant que tels. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à mes deux personnes et à Paris qui est déjà en direct aussi à la fin pourra poser un certain nombre de questions. Je vous remercie. À vous. Je lance le minuteur. Je l'ai aussi. Ouais, je sais. T'inquiète pas. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre courage de venir nous écouter ce midi. On va vous présenter une enquête qu'on vient de terminer sur la sexualité des mineurs incarcérés en France. Elle a été réalisée donc par Arthur Vatou qui est là, Benoît Coquart qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est avec nous aussi. Il a écrit tout le rapport avec nous et qui a fait toute l'enquête avec nous. Donc en fait, cette enquête, elle s'inscrit dans le cadre du plan d'action stratégique 2010-2014 du ministère de la Santé. Alors non pas qu'on soit particulièrement en retard parce qu'on rend nos résultats en 2017, mais on a été sollicité fin 2015 pour réaliser l'action. Et cette action, elle avait pour objectif de développer et adapter les actions d'éducation à la vie affective et sexuelle et toutes les questions de prévention des risques liés aux pratiques sexuelles pour les personnes mineures détenues. Elle s'inscrivait aussi dans le cadre de la démarche PJJ promotrice de santé qui est lancée depuis quelques années et elle était aussi en lien avec les intentions du comité interministériel à la jeunesse de l'époque. Dans cette idée-là, on a été sollicité en tant qu'INJEP, Observatoire de la jeunesse, pour travailler sur cette partie de la jeunesse qui se retrouve derrière les barreaux à un moment de sa vie. Pour nous, ce qui était intéressant, c'était pas tant de travailler sur le fait qu'ils soient incarcérés, que parce que c'est une partie de la jeunesse à laquelle on n'arrive pas à accéder dans l'ensemble des enquêtes en sociologie. Parce que, et alors Arthur reviendra tout à l'heure sur le profil des jeunes qu'on a pu rencontrer, mais c'est des jeunes qui sortent du système scolaire plutôt que les autres. Mais c'est aussi des jeunes qui ne sont pas dans les institutions, qui fréquentent très peu les missions locales, qui fréquentent très peu les associations. Et donc finalement, qu'on n'arrive pas à capter dans les enquêtes. L'idée, ce qui nous a semblé, nous, intéressant, les mineurs incarcérés, ça représente un peu moins de 2% de la population détenue en France, pour vous donner un peu une idée. Ça a été de replacer leurs pratiques de santé en matière de sexualité et leurs besoins d'information et saisir leur représentation dans l'ensemble de leur parcours de vie. Donc pour ça, on a préféré faire une enquête qualitative par entretien, par observation. On a rencontré et des professionnels et des jeunes, et des filles et des garçons, dans l'idée de prendre en considération le discours de tous ces jeunes qui sont incarcérés et de tous les gens qui travaillent auprès d'eux au quotidien. L'idée, c'était vraiment de saisir les contextes d'entrée dans la sexualité à l'adolescence, puisque en France, on peut être incarcéré à partir de 13 ans, jusqu'à 18 ans quand on est considéré comme mineur, avec malgré tout une moyenne d'âge autour de 16 ans et demi. Donc l'objectif, c'était de comprendre comment ils racontent, ils construisent leur discours autour des processus de socialisation, notamment à partir de leur représentation, de leur parcours biographique, et en cherchant à identifier les moments clés dans leur pratique de protection, de prévention. Donc cette enquête, elle s'est déroulée dans 5 prisons en France métropole, 2 établissements pénitentiaires pour mineurs, dont un était mixte. Donc quand on dit mixte, ça reste relatif en prison, c'est-à-dire qu'il y a 4 filles pour 60 garçons, avec des professionnels hommes et femmes, et 3 quartiers mineurs dans des prisons pour majeurs, donc c'est des unités spécifiques pour les mineurs, dont un quartier est exclusivement destiné aux femmes, où il y a une unité filles à l'intérieur. Donc même sous la torture, on ne dévoilera pas où est-ce qu'on a enquêté. On a enquêté sur l'ensemble du territoire national, avec aussi pour objectif de ne pas surenquêter la population francilienne,
les prisons d'Île-de-France qui ont des spécificités, notamment en termes d'incarcération, des faits, mais aussi des profils des gens qui se retrouvent incarcérés avec une surincarcération des personnes racisées, des garçons et tout ça qu'on ne retrouve pas forcément sur le reste du territoire. Donc du coup, on a un peu éclaté, on a travaillé dans 4 régions en France et on a mené des entretiens qui se sont tous déroulés, donc bien évidemment sous la torture, hein, comme dans tous les entretiens sociologiques. Non, en fait, ils étaient tous sur le volontariat. Il n'y a aucun jeune qui avait un intérêt objectif. Il n'y avait pas de remise de peine s'ils participaient à l'enquête. S'ils participaient à l'enquête, c'était vraiment plutôt pour passer leur temps, parce que les journées en prison sont longues. Et donc, parler à des gens de leur sexualité avec aucune conséquence en termes judiciaires. Il n'y avait rien qui était transmis aux professionnels et qui pouvait être ajouté et qui pouvait pénalement les tirer vers le bas. C'était plutôt un avantage pour eux. Et du côté des professionnels, ça a été pareil. On les a rencontrés avec aussi l'idée de leur donner un espace de parole qu'ils ont peu dans l'institution pour travailler sur cette question de la sexualité et comment finalement elle s'impose à eux, la sexualité des mineurs. Donc, autre élément hyper important quand on travaille en prison, on a travaillé en faisant très très attention à l'anonymisation de l'ensemble des gens qu'on a pu rencontrer. Alors, c'est pas toujours complètement évident, mais n'empêche que c'est quelque chose auquel il faut veiller vraiment toujours. Pour assurer la liberté de parole, on a imposé notamment que les entretiens se passent dans des salles fermées, avec aucune présence de l'administration pénitentiaire dans la salle. Alors parfois on les voyait rôder autour, mais ils ne pouvaient pas entendre ce qu'ils pouvaient se dire, et tous les entretiens ont été enregistrés avec des dictaphones. Les jeunes avaient la possibilité, et les professionnels aussi, quand ils avaient envie, d'interrompre les dictaphones si ça ne les arrangeait pas, si d'un seul coup il y avait un truc qu'ils ne voulaient pas qu'on enregistre. Le fait est que les seuls petits moments où certains n'ont pas voulu qu'on enregistre, c'était des moments qui n'avaient pas du tout à voir avec leur sexualité et qui n'étaient souvent que des histoires autour de micro-faits qui, finalement, par rapport à tout ce qu'ils nous avaient dit, même où ils cachaient leur butin parfois, tout ça, ils les ont laissés enregistrer. Donc, dans ces établissements, on les a choisis avec l'accord de la direction de l'administration pénitentiaire, avec pour objectif aussi de ne pas surenquêter des prisons qui sont déjà très enquêtées. Il y a des prisons qui font l'objet de beaucoup d'enquêtes sociologiques. L'idée, c'était d'aller ailleurs. Parce que après, sinon, on arrive à un effet cobaye des gens qu'on va enquêter. On arrive à un effet cobaye des professionnels qui sont lassés de voir aussi leurs organisations quotidiennes à chaque fois coupées par des sociologues qui débarquent. Il faut leur expliquer comment ça fonctionne la prison et tout ça. Donc, du coup, voilà. On a travaillé aussi sur les 2 architectures, alors là c'est ce que vous avez en face là, les 2 architectures d'établissements pénitentiaires pour mineurs, puisque finalement en France, sur l'ensemble des territoires, il n'y a que ces 2 organisations-là qui existent. Pour nous, c'était intéressant de travailler sur l'architecture des lieux parce qu'elle dit aussi beaucoup de choses sur la manière dont après on va avoir à gérer les individus, dont les interactions vont pouvoir se faire et puis dont les corps vont pouvoir être travaillés, se faire travailler, les insultes se faire proférer, tout ça. Donc voilà. Donc cette enquête, elle s'est passée par entretien auprès de jeunes, 72 jeunes, 59 professionnels. Arthur va vous repréciser tout ça. Et à cela, on a passé 6 jours à venir rendre les résultats dans les prisons dans lesquelles on a enquêté. On a fait des groupes de travail avec des jeunes qu'on n'avait pas forcément enquêtés, parce que forcément, il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont revenus, il y en a qui nous ont retrouvés au fil de l'enquête, qui a duré 1 an. Mais par contre, on a fait des sessions de travail avec que des jeunes, puis des sessions de travail avec que les professionnels, mais là en mélangeant les corps professionnels. Et donc c'est tous ces résultats-là qu'on va vous présenter, parce que pour nous, l'étape de restitution fait aussi partie de l'enquête et apporte des éléments aussi importants que les entretiens individuels qu'on a pu mener ou les observations qu'on a pu faire. Arthur. Oui, alors je vais vous présenter en quelques mots nos enquêtés, à la fois les jeunes que nous avons enquêtés, qu'on a rencontrés lors de ces entretiens, et les professionnels. Alors vous avez des données au tableau, mais du coup je les reprécise. En termes d'âge, comme Yael l'a précisé, on peut être incarcéré à partir de 13 ans, mais l'essentiel des jeunes qu'on a rencontrés a plutôt entre 16 et 18 ans, ce qui correspond en fait à la population pénale incarcérée, puisque les incarcérations de jeunes de 13, 14, 15 ans sont relativement rares. Elles deviennent beaucoup moins rares à partir de 16 ans. On a interrogé les jeunes également sur la profession de leurs parents, alors en leur demandant de nous dire quel était ou quel est le métier de leurs parents, sachant que c'est parfois un peu compliqué pour nous après de recoder, puisque déjà les jeunes ne savent pas toujours très bien dire quel est le métier de leurs parents, ou alors le disent mais dans des termes qui pour nous restent toujours un petit peu flous.
Ce qui en ressort malgré tout, alors avec toutes les précautions d'interprétation qu'il faut avoir, c'est que 39% des parents de ces jeunes sont sans emploi. Alors ça reste assez clair comme catégorie. 22% sont employés, 18% artisans ou à leur compte. Alors avec là une catégorie très floue, parce que artisan ou à son compte, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. 12% sont ouvriers. Ce que ça permet de dire simplement, c'est qu'on a très peu d'enfants de cadre, évidemment, et que donc les jeunes qu'on rencontre en prison, mais ça on le sait depuis très longtemps, même s'il y a très peu de données officielles disponibles, notamment dans les données du ministère de la Justice, on sait que ces jeunes appartiennent massivement aux classes populaires. Alors en termes de scolarité, on a demandé aux jeunes quel était le dernier niveau scolaire qu'ils ont atteint, et aussi la fréquentation qu'ils peuvent avoir de l'école, puisqu'il y a des jeunes qui vont jusqu'en 4e, par exemple, en niveau officiel atteint, mais qui nous disent par ailleurs que depuis la 6e, ils sont décrocheurs, enfin ils ne disent pas décrocheurs, mais en tout cas que depuis la 6e, ils ne vont plus ou quasiment plus à l'école. Donc on a un nombre relativement important de jeunes qui sont allés jusqu'au lycée, notamment des garçons qui vont au lycée pro, par exemple. On a une majorité de jeunes qui atteignent le niveau collège et quelques jeunes avec un niveau plutôt équivalent au niveau primaire. Autre résultat qui est assez intéressant, je reste là dans les résultats très généraux concernant vraiment, pour essayer de situer ces jeunes, sur leurs antécédents judiciaires ou de placement. C'est-à-dire qu'on les a systématiquement interrogés sur, est-ce que tu as déjà eu une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, par la protection judiciaire de la jeunesse, par l'administration pénitentiaire, est-ce qu'il y a déjà eu des incarcérations préalables? Et en fait, les résultats qu'on a obtenus avec les jeunes rencontrés, ils rompent assez fortement avec des représentations qu'on a, qui consistent à dire que les jeunes en prison, finalement, c'est le dernier recours. La prison, c'est le moment où on a épuisé toutes les autres formes de prise en charge, notamment de placement. Or, on voit qu'un certain nombre des jeunes qui se retrouvent en prison n'ont jamais connu d'incarcération au préalable, n'ont jamais connu de placement. Alors après, évidemment, là encore, il y a des formes d'interprétation. Peut-être qu'ils ne se rappellent pas d'une assistante sociale, d'un éducateur qu'ils ont pu rencontrer dans leur enfance, etc. Mais malgré tout, on a quand même, vous voyez, 16 garçons qui n'ont connu aucune prise en charge antérieure sur 60 et 3 filles sur 12. Donc, c'est des résultats qui sont en soi assez intéressants parce que ce n'est pas forcément ce qui est dit des jeunes incarcérés. Alors, concernant plus spécifiquement des questions relatives à notre enquête sur la question des relations affectives, des relations sexuelles, on a demandé à ces jeunes quelle était leur situation amoureuse. Est-ce qu'ils étaient en couple, pas en couple, depuis quand? Est-ce qu'ils étaient célibataires? Donc vous voyez que la moitié des garçons et les 3/4 des filles disent être célibataires au moment où on les interroge, avec parfois un flou, notamment flou dû à l'incarcération, parce que des jeunes qui nous disent que ils ne savent plus très bien puisqu'ils n'ont plus de contact depuis un mois avec la personne qu'ils connaissaient, qu'ils fréquentaient à l'extérieur, par exemple. Chez les garçons, si on détaille un peu, vous voyez 5 qui entretiennent des relations ponctuelles, 7 qui sont en couple depuis moins de 6 mois, 12 depuis plus de 6 mois. Et donc voilà, un certain nombre de jeunes en couple de manière relativement installée. Du côté des filles, le quart d'entre elles qui n'est pas célibataire est exclusivement constitué de couples de plus de 6 mois, avec un certain nombre de filles qui sont en fait mariées dans leur communauté, donc qui nous disent être mariées, notamment du fait de la surincarcération, maintenant assez bien documentée en France, de ce qu'on appelle les filles roms, notamment, qui sont très souvent incarcérées en Île-de-France et qui ont des profils très différents des autres mineurs. Alors ensuite, on les a interrogés sur l'âge au premier baiser. Alors l'âge au premier baiser, c'est toujours compliqué comme question, puisque ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Entre ceux qui nous parlent de leur premier baiser au primaire et qui du coup le placent très tôt, et ceux qui en parlent pour parler des premières relations un peu sérieuses, etc. Donc malgré tout, on fait une moyenne, mais vous voyez que ça reste très indicatif, à 10 ans et demi chez les garçons et près de 13 ans chez les filles. L'âge moyen au premier rapport sexuel, alors là c'est un peu plus significatif, qui est autour de 13 ans et demi chez les filles et 14 ans chez les garçons sexuellement actifs, puisque là on parle que des jeunes sexuellement actifs, on en a une petite partie dans notre échantillon qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Alors ça semble corroborer ce qu'on sait des jeunes de classe populaire, notamment sur l'âge au premier rapport, qui est souvent un peu plus bas que l'âge en population générale, puisqu'on sait qu'en population générale, l'âge au premier rapport sexuel, il est autour de 17 ans et demi.
On sait par des enquêtes, notamment des enquêtes sur des jeunes en classe SECPA par exemple, que l'âge au premier rapport est souvent un peu plus précoce. Donc voilà, ces jeunes, ils ressemblent, mais ça c'est pas tout à fait une surprise, ils ressemblent aux autres jeunes de classe populaire. Alors on leur a demandé si ils avaient déjà eu recours au dépistage, en prison ou pas d'ailleurs. Donc vous voyez que plus de la moitié des garçons y a eu recours, 23 à l'extérieur, 13 seulement en prison sur les 60, et parmi les filles, en revanche, beaucoup plus de dépistage en prison. C'est en soi assez intéressant parce que ça signifie malgré tout, mais ça on en rediscutera après, que la prison peut potentiellement être un lieu de dépistage, même s'il y a plein de freins à ça, notamment en termes de compréhension de ce qu'est un dépistage, mais encore une fois on y reviendra. Alors très rapidement concernant les professionnels qu'on a rencontrés, vous voyez, c'est assez différent d'une administration à l'autre. Alors on a classé par administration. Il y a 4 administrations principales qui interviennent en prison, les surveillants évidemment, l'administration pénitentiaire, les éducateurs concernant les mineurs qui sont aussi très présents en détention, les enseignants, puisque la scolarité est obligatoire en détention. On a des enseignants de l'éducation nationale qui sont présents avec un proviseur dans chaque prison, etc. Et des professionnels de santé, de ce qu'on appelle l'unité sanitaire, qui regroupe à la fois ce qu'on appelait avant l'UXA et le SNPR, c'est-à-dire santé physique, santé mentale. Alors, globalement, en termes de sexe ratio, chez les professionnels qu'on a rencontrés, c'est assez représentatif des professions. C'est-à-dire que voilà, il y a plus d'hommes chez les surveillants. La profession d'éducateur en prison, en tout cas, est plutôt mixte. Et les enseignants sont plutôt des enseignantes. Et de la même manière, les professionnels de santé sont plutôt des femmes. Concernant l'âge et l'ancienneté dans la profession, là, par contre, il y a un petit biais, mais qui est un biais finalement assez classique quand on fait des enquêtes par entretien, puisqu'on voit que les personnes qui nous ont répondu sont globalement plus âgées que la moyenne dans leur profession et avec plus d'ancienneté. Alors c'est assez simple à expliquer, on l'explique par la plus grande légitimité qu'ont les plus anciens à parler au nom de la profession et donc à accepter de faire des entretiens. Et puis le fait que les jeunes, notamment parmi les surveillants, sont sous la pression de leurs conditions de travail et n'ont pas forcément de temps à dégager, contrairement parfois à ceux qui sont un peu plus anciens et qui peuvent plus facilement prendre 1 heure sur le temps de travail. Voilà. Bon. Il y a des petites différences comme ça qui expliquent en tout cas que les professionnels qu'on a rencontrés sont un peu plus âgés et un peu plus expérimentés que la moyenne. Évidemment, là encore, concernant l'objet de notre enquête, on leur a demandé s'ils avaient eu des formations spécifiques sur la sexualité et s'ils avaient par ailleurs eu à être confrontés à cette question de la sexualité. Est-ce qu'ils ont déjà dû aborder cette question avec les jeunes? Est-ce qu'ils ont déjà participé à des actions de prévention en prison? Et là, on voit très rapidement, pour résumer ce tableau, on voit un décalage assez fort entre la formation que peuvent avoir les professionnels sur la sexualité et la réalité du fait qu'ils y soient ou pas confrontés. Et notamment, on le voit, ce décalage très fortement, et c'était là aussi peut-être un des points sur lesquels on a voulu insister dans les résultats de cette recherche, une spécificité des surveillants, puisque les surveillants n'ont aucune formation, ni dans leur formation initiale, ni dans leur formation continue, sur la sexualité, la santé sexuelle, etc. En revanche, 11 sur 19 nous ont expliqué qu'ils y ont été confrontés, ou qu'ils y sont confrontés très régulièrement. Alors de différentes manières, c'est à la fois la sexualité, la vie affective, c'est eux souvent qui se retrouvent en première ligne pour gérer par exemple une rupture amoureuse, c'est-à-dire c'est eux qui vont transmettre par exemple des lettres, des courriers, des annonces, l'annonce d'une copine, d'un copain qui va annoncer que en fait ils rompt avec celui ou celle qui est en prison, donc ils sont confrontés à ça. Et par ailleurs à des angoisses, comme une angoisse pour un jeune qui aurait pris des risques à l'extérieur, par exemple, et qui s'en rend compte en prison au moment où on commence à lui parler de dépistage, etc. Et là aussi, c'est eux qui se retrouvent à gérer ça. Pourquoi ils se retrouvent à gérer ça? Parce que, très simplement, en termes d'organisation du travail en détention, les surveillants sont ceux qui sont là 24 heures sur 24. Ils sont là notamment la nuit, c'est-à-dire quand les jeunes, potentiellement, peuvent être un peu plus angoissés que la journée, où ils sont plus encadrés, où ils ont plus d'interactions avec les autres. Bon, par ailleurs, il y a d'autres dimensions de ce que font les professionnels en termes de sexualité, mais on y reviendra très largement. Le fait que les enseignants, notamment, ont une mission d'éducation à la sexualité, que les aspects les plus sanitaires de la sexualité, c'est-à-dire la santé sexuelle, soient pris en charge par l'unité sanitaire. Alors maintenant, quelques éléments. On ne va pas résumer l'ensemble du rapport, mais vous pouvez y avoir accès de manière très facile.
Bon, très rapidement, pour résumer un certain nombre de résultats. On a interrogé, à travers les entretiens avec les jeunes, leur représentation, c'est-à-dire ce qu'ils nous disent de leur manière de vivre leur sexualité, leur manière aussi de faire avec les rapports de genre, les rapports de classe, etc. Et on a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes, alors qui reprennent des choses qu'on connaît déjà par ailleurs. Si on regarde par exemple en sociologie des travaux comme ceux d'Isabelle Claire sur les jeunes de quartier, notamment le fait qu'on a chez ces jeunes-là des hiérarchies très fortes, très marquées, entre ce qu'ils appellent, alors notamment du côté des garçons, les fibiens d'une part et les putes de l'autre. Alors on reprend les termes des jeunes en l'occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un vocabulaire que donc on entendait beaucoup en entretien et on a essayé évidemment de le définir, de savoir qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de pute pour parler de telle ou telle fille. Et donc ce que nous disent les jeunes, c'est qu'évidemment les putes pour eux sont ces filles faciles, ils parlent parfois de filles faciles, c'est parfois, mais finalement assez peu souvent, celles qui tournent, entre guillemets, c'est-à-dire les filles qu'on va se partager dans le quartier. C'est plus souvent celles, en tout cas, qui acceptent assez facilement de coucher avec eux. C'est parfois, mais plus rarement, les travailleuses du sexe. Alors ça, c'est aussi une des spécificités de l'enquête, c'est qu'on a travaillé notamment sur des prisons qui étaient frontalières de pays qui sont plus tolérants ou qui ont d'autres politiques en termes de prostitution notamment. Et on a un certain nombre des jeunes qu'on a rencontrés qui ont été initiés à la sexualité par la prostitution. Chose qu'on imagine peu dans d'autres régions en fait en France. Il y a vraiment des spécificités territoriales très fortes qu'on a par exemple très peu vues en Île-de-France. Voilà. C'est voilà, des différences assez fortes. Donc d'un classement entre fibiens et putes, en l'occurrence. Alors quand il parle de fibiens, là c'est aussi très intéressant, c'est une distinction de classe. Quand il parle de fibiens, c'est notamment, alors il nous parle des filles qui sont en général, donc au lycée en filière générale. Il nous parle des étudiantes pour parler des fibiens. C'est aussi une distinction ethno-raciale. Quand il nous parle des fibiens, très souvent c'est pour parler des blanches. Alors pas seulement, c'est à la fois les blanches, c'est aussi celles qui vont être vertueuses, c'est-à-dire suivre un certain nombre de préceptes, parfois religieux, mais pas toujours. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se joue en termes de classe, en termes de race, de genre aussi. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a, en tout cas, chez ces jeunes-là, l'idée que certaines partenaires leur sont accessibles, d'autres leur sont inaccessibles, et que par ailleurs, ce côté inaccessible, ça renvoie directement aux stigmates qu'ils éprouvent, et que même renvoie souvent en disant, bah, finalement, les putes, c'est les filles qui acceptent de coucher avec nous. Et donc, vous voyez comment très rapidement, le stigmate qu'ils vont avoir, qui va porter comme ça sur des partenaires sexuels, se retourne aussi sur eux, puisque s'ils couchent avec des putes, c'est aussi qu'eux ne méritent pas mieux, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très fortement dans les propos des jeunes. Dernière chose, on retrouve chez les filles globalement à peu près les mêmes représentations, même si c'est moins marqué, et même si ce n'est pas tout à fait les mêmes catégories qui sont à l'œuvre, mais en tout cas on retrouve la même idée de mecs qui baisent à droite à gauche, elles disent pas pute, mais voilà, et mecs sérieux d'un côté. Voilà, toujours le même type de distinction qui s'opère sur la confiance qu'on peut avoir, sur le stigmate associé, etc. Alors très rapidement sur les premières fois, je pense que j'ai dépassé le temps. Sur les premières fois, on leur a demandé quelles étaient, de nous raconter leur première fois, de nous dire à quel moment ça s'était passé, dans quel contexte ça s'était passé. Alors ce qu'on repère très rapidement, c'est qu'il y a une différence de genre assez forte sur ces premières fois, du fait notamment que les filles sont plus socialisées à la sexualité, à la prise en charge de la sexualité, et notamment de la prévention. Et souvent, elles nous expliquent avoir été informées préalablement à leur première fois sur des questions de contraception. Parfois, elles ont à gérer les préservatifs, etc., etc. Alors que les garçons nous racontent des premières fois qui sont un peu plus... ils tombent dedans, quoi. Ils n'ont pas été préparés. En tout cas, ils nous disent ne pas avoir été préparés. Ils étaient peu informés avant, etc. Donc, une différence assez forte de ce point de vue-là. Ils nous disent d'ailleurs, les garçons, assez souvent avoir... et là, ça rompt aussi peut-être avec des représentations qu'on peut avoir en termes de masculinité, etc. Mais ils nous disent très souvent avoir été plutôt contents, par exemple, d'avoir été guidés dans leur première fois. C'est-à-dire pas finalement d'être tombés sur des filles un peu plus expérimentées qu'eux, qui les ont guidés, etc. Alors sur le contexte des premières fois, alors on l'a dit, il y a des spécificités territoriales comme le recours pour certains à des travailleuses du sexe qui ont constitué leurs premières expériences. Pour d'autres, c'est beaucoup plus classique, c'est-à-dire des premières fois à deux, souvent après des soirées, etc. Et puis on a assez souvent, malgré tout, chez ces jeunes, des premières fois à plusieurs. Alors soit dans ce qu'on pourrait appeler
détournantes, etc., c'est-à-dire que ça se passe de manière assez violente avec des filles qui sont forcées de coucher avec plusieurs garçons, soit ce qui se passe assez souvent, des relations à plusieurs, c'est-à-dire où les garçons couchent avec des filles, mais en étant plusieurs dans une même chambre d'hôtel, notamment, puisque ça se passe assez souvent ces premières fois dans des chambres d'hôtel, et où ils nous racontent avoir été avec leurs potes à ce moment-là, à plusieurs. Je fais juste une parenthèse, c'est des rapports sexuels qui ont lieu les uns à côté des autres, mais ils n'échangent pas les partenaires. Hein. C'est la différence avec ce qui... Oui, tout à fait. Non, mais c'est important. Dernière chose, parce que je vois que c'est sur la diapo, ça aurait été plutôt mieux sur la diapo d'avant, sur les catégorisations entre filles bien, filles putes, etc. Il y a aussi une catégorisation très forte, mais qui renvoie directement entre filles sales, filles propres, chez les garçons. Alors ça, on le retrouve très fortement chez les garçons, qui conduit à des formes de ce qu'on a appelé dans le rapport de sérotriage intuitif, c'est-à-dire quand on leur parle du risque, quel risque ils prennent avec tel ou tel partenaire, en termes notamment d'IST par exemple, nous explique que en fait ils le font un petit peu à la perception, c'est-à-dire en nous disant telle fille, oui je sais qu'elle couche pas avec tout le monde, donc avec elle je mettrai pas de préservatif, alors qu'avec telle autre qui est sale entre guillemets, c'est-à-dire qui couche avec d'autres garçons, on met beaucoup plus facilement de préservatifs, etc. Donc là on a aussi, vous voyez, une implication très forte des représentations des jeunes sur leurs pratiques, et notamment leurs pratiques en termes de prévention. Dernière chose, sur la manière dont les jeunes ont été informés sur la sexualité, parce que c'est aussi très important et ça renvoie au contexte de ces premières fois, comment ils ont été informés, par qui, par quel biais. On leur a posé la question directement. Alors comme tous les autres jeunes finalement en population générale, ils nous ont expliqué que l'école, même si c'était le lieu un peu obligatoire d'éducation à la sexualité, c'est pas forcément ce que eux considéraient comme le plus pertinent, c'est pas là qu'ils avaient été le mieux informés. Par ailleurs, comme on l'a déjà dit, mais une partie d'entre eux n'a pas assisté à ces séances d'éducation à la sexualité au collège, soit parce qu'ils étaient plus scolarisés, soit parce qu'ils étaient décrocheurs, un d'entre deux. Donc l'école n'est pas le lieu par lequel ils sont socialisés, en tout cas informés sur la sexualité. Ils nous parlent beaucoup des pairs comme moyen d'information, c'est-à-dire leurs amis. En fait, c'est par là que ça passe essentiellement. Ça passe un peu par Internet, alors d'une manière parfois un peu paradoxale, mais ils nous expliquent par exemple que regarder du porno, les premiers pornos qu'ils ont pu regarder, ça a pu être un moyen de s'informer sur la sexualité. Et ça fait partie des choses qu'on a pu mettre en œuvre. Alors c'est pas uniquement que ça, évidemment, mais ils nous disent que voilà, Internet, ça a pu servir aussi à ça pour eux. Ils nous parlent parfois de la famille élargie. Alors ça peut être des cousins, des oncles, etc., qui peut faire parfois des frères et sœurs, mais moins souvent, faire partie des ressources mobilisables quand ils avaient leurs premières questions sur la sexualité. Mais je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps. Alors je vais faire le même coup, je vais aller vite, mais malgré tout je vais prendre du temps. Sur les enjeux en termes de sexualité et de prison, on s'est rendu compte malgré tout que la sexualité, elle était au cœur des hiérarchisations entre les détenus. Et ça, du coup, ça nous permettait de voir comment, en fait, ils se situaient les uns par rapport aux autres. Parce que souvent, ils nous ont dit, il y a les petits, il y a les grands. Moi, je suis un grand, forcément. Les grands se disent et se distinguent. Les petits ont plus de mal à dire, nous, on fait partie des petits. Mais malgré tout, ils s'opposent à un autre groupe de jeunes en face. Derrière cette démarcation entre les petits et les grands, qui est assez vite, finalement, qu'on peut croiser assez vite avec celle que vont reprendre les professionnels aussi, derrière les petits et les grands, et on va retrouver les mêmes critères qui vont permettre de définir les groupes. Alors, ils ne sont pas répartis en unités de petits et en unités de grands, mais dans les grands, en fait, on va voir que les démarcations symboliques, puisqu'elles sont moins liées à l'écart d'âge qui est très faible entre eux, que par les comportements. Donc, parmi les grands, ils vont se repérer entre eux à leur expérience sexuelle, alors réelle ou racontée, à le fait d'avoir déjà été en couple ou être en couple au moment de la détention, parfois être marié, à être plutôt proche de la majorité malgré tout, à avoir une image de délinquant respecté et sage, entre guillemets, et du coup qui va avec l'idée de pouvoir se comporter en adulte en détention, c'est-à-dire être capable à la fois de foutre le bordel, mais aussi de pouvoir rétablir, on va dire, l'unité ou le moment très rapidement en faisant taire tout le monde d'un seul coup par effet d'autorité dans le groupe. Du côté des petits, on va voir que c'est ceux qui vont plus facilement insulter ou provoquer les professionnels, et particulièrement les femmes professionnelles. C'est ceux qui vont finalement se masturber beaucoup,
Et souvent, et c'est ce qu'ils racontent, moi je peux pas m'en passer, je passe mon temps à me branler, de toute façon en prison il n'y a que ça à faire, alors que les grands, eux, vont dire, non mais les petits, eux, ils font que de se branler, tu verras dans les entretiens, moi je suis passée à autre chose, quoi. Donc c'est pas pour autant qu'ils ne se branlent pas, mais par contre ils racontent moins le fait de se branler. Et c'est quelque chose qui leur permet de se démarquer. Et puis les petits sont bien évidemment, en tant que petits, forcément plus agités. Et c'est ce qu'ils disent pour certains, ah non mais moi je suis enfermée ici, j'en peux plus, j'ai envie de tout casser. Et du coup, sans dire qu'ils sont petits, ça rompt complètement avec le discours d'en face qui dit, moi la prison ne m'attardera pas parce que je suis hyper fort et je suis hyper grand et je suis hyper mature et donc je laisse passer la prison même si ils en sont impactés pour autant. Être perçu comme grand renvoie aussi à une forme de reconnaissance entre les autres détenus. C'est lié notamment à la réputation qui est valorisée et au respect qui est implicite dans le groupe et qui se retrouve en fait dans le hors prison, dans prison. Et en fait, on va voir que forcément sur les territoires, alors il y a de l'interaction entre le dehors et le dedans, de l'interaction qui est forte, et donc quelqu'un qui va être très respecté à l'extérieur va se retrouver respecté à l'intérieur, même s'il est situé dans une prison à 600 km de chez lui, parce que les réputations vont vite et que les réputations précèdent les détenus. C'est quelque chose qu'on va voir sur le cas, par exemple, des agresseurs sexuels. Alors nous, on n'a jamais demandé aux jeunes dans l'enquête pourquoi ils étaient incarcérés. C'est quelque chose qui pour nous était très important, de manière à ne pas pointer les faits d'incarcération et pas préfiltrer les jeunes détenus auxquels on pouvait avoir accès dans l'enquête. Ils savaient qu'on n'avait pas accès à leur dossier et ça leur permettait aussi de pouvoir se définir comme ils avaient envie auprès de gens qu'ils ne connaissaient pas. Malgré tout, on a su, et c'est là où on s'est rendu compte aussi que la prison c'était extrêmement poreux comme information, comme lieu, c'est-à-dire qu'avant même de rencontrer un jeune, et parfois même avant même qu'un jeune arrive en détention, on savait qu'il était là pour violence sexuelle, agression sexuelle, viol. Donc voilà, alors la prison, les jeunes passent quand même énormément de temps à regarder la télé. À la télé, il y a BFM Télé, parce que bon, faut pas se leurrer. Ils le regardent au grec, mais ils le regardent aussi beaucoup en prison. Et à BFM Télé, en gros, il y a quand même beaucoup de faits divers. Et dans les faits divers, les faits d'agression sexuelle, ça prend beaucoup de place. Donc dès qu'il y a une agression sexuelle sur un territoire, tout le monde attend de voir s'il n'y a pas un mec qui va arriver en détention le lendemain ou le surlendemain. Si par hasard, il y en a un qui arrive en détention le lendemain ou le surlendemain, manque de bol, c'est forcément qu'il est là pour le fait de violence, et souvent que c'est des viols collectifs qui font parler d'eux, ou des faits avec des tortures ou des grosses violences, et donc du coup forcément il est tout en bas de l'échelle sociale et tout en bas de la hiérarchisation entre les détenus, parce que les agresseurs sexuels, comme en prison de majeurs, les pointeurs font partie du bas des détenus. Du coup, il y a une forte stigmatisation des pointeurs, et pour nous, c'était important de ne pas dire, voilà, on voudrait voir aussi ceux qui ont agressé sexuellement pour voir quel effet ça a, et éventuellement se retrouver à être complice de les montrer du doigt, alors que ce n'est pas du tout ça l'objet de l'enquête sociologique. Et puis, en plus, c'était aussi une manière de pouvoir dire, mais éventuellement, tu as eu des pratiques comme ça, mais ce n'est pas pour ça que tu es incarcéré, et donc nous, on ne préfiltrait pas. Et c'est effectivement des moments où il y a des choses qui ont pu être discutées sur la violence, le consentement dans les entretiens. Ce qu'on s'est rendu compte également sur la question des agresseurs sexuels et comment elle cristallisait en fait la hiérarchisation entre les détenus, c'était que finalement c'était partagé aussi entre les jeunes et les professionnels. Les professionnels aussi participent à la hiérarchisation des détenus et au fait que les agresseurs sexuels soient tout en bas de la hiérarchisation. Face à cette situation, on a constaté deux pratiques du côté des professionnels. Alors il y en a une partie qui aide à la création d'un récit alternatif, alors qui est plus souvent porté par la PJJ ou l'unité sanitaire, où il s'agit de dire à un jeune qui est là pour des faits de violence sexuelle, alors on va te dire qu'on te conseillerait de raconter que tu es plutôt là pour un braquage à main armée avec séquestration, parce que vu la peine que tu vas prendre et vu le mandat de dépôt que tu as, il faut que ça soit un peu cohérent. N'empêche que tout ça, c'est beaucoup de travail pour un jeune que d'avoir un récit alternatif qui est cohérent, sachant que quand il arrive en détention, quand il est dans son unité, alors on n'a pas précisé, mais en prison, en France métropole, les jeunes sont incarcérés individuellement. Par contre, il y a des fenêtres et ils peuvent se parler. Et donc, ils passent des nuits entières à se questionner. Et t'es là pourquoi ? Et t'es pas là pourquoi ? Et t'es là pourquoi ? Et t'es là pourquoi ? Et t'as fait quoi ? Et c'était à quelle heure ? Et c'était comment ? Et t'as vu quel juge ? T'as passé par quel couloir ? Quelle était la porte du couloir ? Quelle était la porte du juge ? Et ainsi de suite. Et quel était ton lieu de détention provisoire ? Et en fait, comme ça, ils arrivent à savoir qui ment, qui dit vrai. Et nous, on a vu sur une restitution, il y en a deux qui n'étaient pas d'accord sur quel couloir il fallait prendre à la suite du mandat de dépôt de telle et telle maison d'arrêt. Et donc, du coup, forcément, il y en a un qui mentait. Et celui qui ment, il est forcément là pour agression sexuelle parce que c'est ce qu'on cherche à cacher, en fait, en prison. Donc, nous, on a répondu, non, mais parce que vous ne connaissez pas tous les couloirs. Et il y a un deuxième couloir que forcément, toi, tu ne connais pas, mais toi, tu le connais. On est tous d'accord, il y a deux couloirs.
Donc voilà, et ça a permis d'éviter qu'ils se tapent dessus aussi pendant la restitution. Parce que voilà, le deuxième élément qui participe à la hiérarchisation entre les détenus, c'est le partage du sale boulot entre les jeunes et les professionnels. Alors ça se dit pas comme ça, mais c'est quand même ça qu'on a pu voir, c'est-à-dire que il y a consciemment et inconsciemment, alors ça c'est vraiment partagé selon les professionnels, le fait de parler dans les couloirs, le fait d'échanger des éléments sur les détenus, alors que même si les cellules sont fermées, les jeunes passent leur temps à essayer de choper de l'information. Ils ont que ça à faire. Les journées sont longues. Comme ils disent, 3 € ça coûte cher en prison et 1 heure c'est très long. Et effectivement, 1 heure c'est très long. Donc dès qu'il se passe quelque chose dans un couloir, ils essaient d'écouter, de choper de l'information. Et donc de choper de l'information sur un autre détenu, ça peut permettre après d'avoir l'ascendant sur lui et éventuellement de pouvoir récupérer à manger, de récupérer des éléments, de l'argent, un téléphone, du shit, enfin bon, voilà. Et donc derrière le partage de ce sale boulot, on s'est rendu compte aussi que certains professionnels se débrouillaient aussi pour qu'on sache que les jeunes sachent entre eux que tel jeune était là pour agression sexuelle, de manière à ce qu'ils se battent entre eux, parce que les professionnels se restreignent malgré tout sur la manière dont ils vont avoir de gérer le contact physique avec les jeunes et les violences, alors qu'ils pensent, pour une partie d'entre eux, que quand même les jeunes qui sont là pour viol, ils prennent quand même pas assez, quoi. Quand on est mineur, on prend pas assez quand on est là pour viol. Et donc, s'ils peuvent se faire casser la gueule en plus, ça serait quand même la moindre des choses, parce que si c'était que moi, voilà, je vous épargne la suite des entretiens qu'on a pu entendre, mais ça c'est quelque chose qui est partagé par les professionnels, mais qu'on retrouve dans l'ensemble de la société en France. Les enjeux sur la peine de mort, et pourquoi c'est important aussi de regarder, de reconstituer ça, c'est que les gens adhèrent plutôt à l'idée qu'il faudrait remettre la peine de mort d'abord pour les agresseurs sexuels. Donc voilà, et c'est des choses qu'on va retrouver très vite dans le langage qui part un peu rapidement. Donc voilà, sur cette question-là, pour nous, ça a été intéressant de retravailler, voilà, comment les jeunes se situent les uns par rapport aux autres et les... Ouais, non, mais je suis venue en TGV, je sais faire le TGV. Donc du coup, voilà. À cela, du coup, on s'est intéressé à comment finalement on peut gérer la question de l'intimité quand on est en prison, parce qu'effectivement, les cellules sont individuelles. Alors dans 4 des prisons dans lesquelles on a enquêté, les douches sont à l'intérieur des cellules, ce qui est relativement nouveau, mais du coup, ce qui fait baisser malgré tout la pression des violences sexuelles entre les détenus mineurs dans les prisons, chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les majeurs, mais chez les mineurs, malgré tout, ça a fait retomber la pression de ce côté-là. Il y a beaucoup moins de mouvements au moment des douches, et puis les douches, ils peuvent en prendre 3 ou 4 par jour sans que ça soit... Alors parfois, ils se font couper l'eau chaude ou l'eau froide ou l'eau parce qu'ils en ont pris trop, et du point de vue des professionnels, mais... Voilà, voilà, mais malgré tout, cette question d'intimité, elle est assez permanente dans les entretiens. Alors on s'est rendu compte, par exemple, que la question de l'intimité sexuelle, elle était moins importante que l'intimité affective au sens large. C'est-à-dire que se faire griller par un professionnel en train de se branler, c'est moins grave que d'avoir de l'information qui échappe sur le fait qu'on a une petite copine, que la petite copine, elle s'appelle comme ci, elle est comme ça fait tant de temps qu'on est avec, si on ne voulait pas que ça sorte dans la prison. Et donc, en fait, on va voir qu'il y a tout un effort de travail de garder pour soi et avoir encore de la propriété sur sa propre vie, alors qu'une partie des jeunes sont suivis depuis longtemps par l'ASE, sont suivis par la PJJ, et donc on a l'impression que leur vie, c'est des rapports et des rapports et des rapports, et que tout le monde est au courant de leurs rapports. Enfin, pas de leur rapport, justement. Mais tout le monde est au courant de leur vie, et que du coup, les quelques éléments de leur vie affective, ils essayent de se les garder pour eux, ce qui est très compliqué, y compris dans l'univers carcéral. Et donc, derrière ça, il y a la mise en scène de « moi, je suis un homme, je suis un garçon ». Alors, on parle surtout des garçons aujourd'hui, parce que les filles, elles sont minoritaires dans l'enquête, et puis on n'a pas beaucoup de temps, mais du côté des filles aussi, il y a les mêmes enjeux. Alors, et donc, il y a tout cet effort de comment en parler, qu'est-ce qu'on garde pour soi, et les stratégies qu'on va avoir d'exposer ou pas les photos de sa copine ou de sa famille. Alors, il y a pas mal de filtres, des vaguemestres, c'est des surveillants qui sont là pour filtrer le courrier et filtrer les photos. Et avec la question de cette photo-là est trop dénudée. Alors le trop dénudé, autant vous dire que je pense qu'on se poserait la question à tous, personne n'aurait la même définition de ce qu'est trop dénudé. C'est exactement pareil dans l'administration pénitentiaire, il n'y a pas de critères. Donc du coup, une épaule, est-ce que c'est trop dénudé ou pas? Un nombril, est-ce que c'est trop dénudé ou pas? Et donc il y a des photos qui passent, des photos qui passent pas. Les jeunes ne sont pas au courant qu'il y a des photos qui passent pas, par exemple. Donc voilà. Et puis en fait, tout ça, la protection de l'intimité, ça va aussi avec le fait de ne pas donner d'éléments de faiblesse éventuellement aux professionnels, en particulier aux surveillants, mais aussi aux autres détenus. C'est-à-dire faire savoir qu'on a une copine à l'extérieur, c'est aussi prendre le risque de faire savoir que la copine, elle a plus son mec à l'extérieur et que donc du coup, elle peut être draguée, elle peut être soumise à pression, elle peut être pour toucher le garçon, par exemple, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est des éléments où on va essayer de faire attention que ça puisse pas se retourner contre soi.
Et puis ça va avec aussi l'image qu'ils ont de la prison, qui va avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, hein, sur le fait que la prison c'est sale et qu'on ne va pas ramener en plus sa vie personnelle dans un environnement qui est sale. Alors nous on a observé différentes prisons, alors elles sont dans des états de vétusté très variables, certaines sont très vétustes, d'autres beaucoup moins, ça n'empêche qu'ils ont vraiment le discours collectif de dire ici c'est hyper crade. Et alors forcément, une grande partie d'entre eux sont des maniaques, hein, voilà, et donc ils passent beaucoup de temps à nettoyer. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais dans les discours, ça prend beaucoup de place, parce que quand ils prennent le temps de nettoyer, ça les occupe beaucoup. Donc voilà. Et alors derrière ça, nous, on s'est intéressé à voilà, gérer l'intimité, ça veut dire aussi gérer le parloir. Et dans gérer le parloir, on a demandé à voir des parloirs. Alors dans les maisons d'arrêt, l'avantage, c'est que les parloirs sont tenus au parloir des adultes. Et donc c'est plutôt des box où... on ne peut pas s'entendre, excepté s'il y en a un qui crie, mais on ne s'entend pas et on ne se voit pas. Là, vous avez en photo un parloir d'établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc autant vous dire que les panneaux de bois servent pas forcément à protéger qui vient voir le détenu, combien de temps, qu'est-ce qui se dit. Dans une autre des prisons, c'était un drap qui séparait les tables. Donc comme protection de l'intimité, du discours, de ce qui se passe, on fait mieux. La position des surveillants qui peut tout observer, c'est pareil. Enfin voilà, se faire prendre dans les bras ou prendre dans les bras, ça donne pas forcément envie de voir un surveillant qui après va vous faire des commentaires sur le chemin du retour, sur le chemin de l'aller, sur le lendemain, tout ça. Et puis, par exemple, nous, il y a une prison où on a été, on faisait des entretiens au moment des parloirs, puis à la sortie des parloirs, on a vu des jeunes, et puis il y en a un qui nous dit « Oh, il y a machin, il s'est pris une droite par sa mère ». Et là, on s'est dit « Eh ouais, voilà. La gestion d'intimité, c'est ça aussi, quand c'est séparé par un drap ou par un petit bout de placo. Et ça fait que quand il y en a un qui s'est pris une droite par sa mère au parloir, tout le monde est au courant. Et donc tout ça, ça joue aussi sur derrière, il y a des jeunes qui ne veulent plus que leur mère vienne au parloir, il y a des jeunes qui ne veulent plus que leur petite copine vienne au parloir, et du côté des filles, les filles ne veulent absolument pas que leurs petits copains viennent au parloir. Alors ça, elles sont toutes d'accord, hein. Même celles qui n'ont pas de petits copains, quand on leur a posé la question, et alors imagine si ton copain venait, ah non, ça serait pas possible. Et du coup, il y a le côté aussi d'être vue comme une fille incarcérée. Quand on est une fille et qu'on est incarcéré, on sait vraiment qu'on fait partie de la dernière frange de la population locale, et que donc du coup, être incarcéré, c'est vraiment presque ne plus être une fille. Et donc finalement, être vue comme une fille incarcérée auprès de son petit copain, ça serait prendre le risque de sa situation et de son couple. Et donc finalement, elle préfère, pour les quelques-unes d'entre elles qui sont en couple au moment des entretiens, reporter cette interaction. Malgré tout, cette enquête, elle a permis de montrer, comme commençait à le dire Arthur, le rôle inattendu de certains surveillants. Alors, c'est des choses qu'on s'attend plus du côté des éducateurs, parfois du côté des unités sanitaires ou des enseignants. Mais finalement, il y a des surveillants qui arrivent à jouer le rôle de confident, de contact, parce qu'ils sont là justement au quotidien, parce qu'ils ont réussi à faire baisser la pression ou à faire marquer un rapport entre l'uniforme et puis leur fonction, et qui ont plutôt un travail aussi en parallèle un peu éducatif, et donc vont pouvoir accompagner, après un parloir où ils ont senti qu'il y avait de la tension, accompagner un jeune, repasser 3 fois pour aller voir s'il va bien, parce que ce que redoute tout le monde en prison, c'est le suicide. Et donc quand on voit qu'il y a un jeune qui repart en pleurant d'un parloir, l'idée c'est de repasser 3 fois pour vérifier que, pas que toujours qu'il est encore vivant, mais aussi pour l'accompagner à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est pas quelque chose qui est partagé par tous les surveillants, mais on peut pas faire comme si non plus certains surveillants ne faisaient pas ce boulot-là et n'étaient pas considérés comme des confidents par les jeunes. Du côté de la santé, alors on a fait une blague un peu débile, on a mis la santé publique entre guillemets, mais parce que c'est une question qui se pose vraiment, et c'est toujours sur le partage de l'information, c'est-à-dire que si vous vous rappelez un peu de l'architecture des prisons, en fait il y a des cours centrales par exemple dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, où finalement n'importe quel détenu qui rentre, qui sort d'unité, et qui va aller à l'unité sanitaire, tout le monde le voit. Donc tout le monde le voit, tout le monde sait combien de temps il y va, combien de fois il y va dans la journée ou combien de fois il y va dans la semaine. Et donc derrière, on va lui demander pourquoi tu y as été. Et le grand risque, c'est d'être pris pour un cachetonné, pour un schlag, parce qu'un cachetonné, c'est un client en fait à l'extérieur, puisque en fait, globalement, ils sont beaucoup là pour stupes et trafic de stupes. Et donc, il va y avoir tout ce côté-là, et donc tu es une victime. Si tu ne sais pas gérer la prison, tu as besoin d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, tu es une victime. Et donc, il y a tout ce truc-là aussi qui va renforcer et qui va faire que chacun scrute. Et puis, toute l'information contre quelqu'un est bonne à prendre, malgré tout, dans un univers très fermé et carcéral. Parmi les jeunes qui en ont un peu rien à cirer d'être considérés comme des cachetonnés ou des schlags, on a repéré les mineurs non accompagnés avec lesquels ça a été un peu plus compliqué de faire des entretiens par filtre des administrations référentes, mais où eux disaient moi ça me dérange pas, je préfère me défoncer la tête que de subir la prison au quotidien.
Au-delà de ça, nous, ce qui nous a interpellés aussi du côté de la santé, c'était la problématique de ces antidépresseurs, de ces anxiolytiques, puisque dans certaines prisons, en fait, on délivre aux jeunes dès le vendredi l'ensemble des comprimés pour l'ensemble du week-end. Et donc, du coup, c'est à eux de gérer, alors dans l'autonomie du patient, il y a des tentatives qui sont faites, mais malgré tout, qui peuvent du coup stocker d'un week-end à un autre, d'un week-end à un autre, et puis après se faire un bon cocktail à un autre moment. Donc voilà, et tout ça c'est compliqué. Il y a des prisons qui préfèrent donner et attendre que le jeune prenne devant eux et mettre sur la langue, machin, par l'infirmière. Voilà, on a pu observer, c'était ça aussi l'intérêt d'avoir plusieurs prisons différentes. Ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'était qu'il y avait un délai d'attente assez variable selon les détenus et selon les lieux dans les demandes de rendez-vous médicaux, avec des procédures assez variables. Alors normalement, c'est pas censé passer par l'administration pénitentiaire. Le fait est que dans certaines prisons, ça passe par les surveillants. Dans d'autres, c'est des boîtes à lettres qui sont à destination des jeunes, et c'est à eux de mettre des petits mots en demandant un rendez-vous à l'unité sanitaire. Du coup, il n'y a pas de préfiltre des professionnels, ils ne demandent pas pourquoi, ils ne demandent pas... Voilà, ça va directement, et l'unité sanitaire vient tous les jours récupérer les petits mots et programmer des rendez-vous. On s'est rendu compte malgré tout qu'il y avait un élément, notamment des raisons pour lesquelles les jeunes sont là incarcérés. Et au moment des restitutions notamment, les jeunes se sont rendus compte entre eux des disparités de prise en charge. Pour les mêmes douleurs, les mêmes plaintes, ils se sont rendus compte que les jeunes qui étaient là pour des faits éventuellement peut-être suspectés de radicalisation voyaient leur délai d'attente beaucoup plus grand que les autres jeunes pris en charge par l'administration pénitentiaire. Autre élément sur la question de la santé qui nous a pas mal interpellés, c'est la question des règles pour les filles. Donc la question des menstruations, elle est complètement inaudible en prison parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Alors dans les prisons de mineurs où il y a 4 filles pour 60 garçons, effectivement c'est compliqué, elles cantinent, donc là où elles font la liste de leurs courses entre guillemets, c'est sur des bons d'achat de garçons. Alors parfois il y a 2-3 éléments de filles rajoutés un peu à l'arrache. Mais malgré tout, voilà. Et en fait, elles n'ont pas le choix, selon les prisons dans lesquelles on a été, elles n'ont pas le choix des protections périodiques. C'est soit des tampons, soit des serviettes. Et quand c'est des serviettes, c'est souvent des serviettes post-maternité. Alors pour les garçons, je précise, les serviettes post-maternité, c'est un truc épais comme ça. Alors plutôt de truc nourrisson, mais il n'y a pas d'ailette, donc ça ne tient pas bien à la culotte. Et puis ça coule parce que c'est très mal absorbant, alors que notamment les filles en prison passent leur journée entière à regarder des publicités pour les dernières super serviettes hyper lisses qui ne se voient pas et qui sentent bon même après 2 jours. Donc voilà. Et pareil, on leur demande de faire attention au stock. Or, quand on est une adolescente, on peut avoir ses règles toutes les 2 semaines, on peut avoir ses règles tous les 2 mois, on peut avoir des règles très importantes ou des règles pas importantes du tout. Et ça, c'est compliqué, on ne peut pas prévoir quand on est une fille, mais c'est comme ça. Et donc, quand elles demandent trop de serviettes, on leur dit « Ah, mais quand même, t'abuses, t'as pris trop de serviettes ». Donc voilà, et donc on arrive à des filles qui préfèrent ne pas sortir, donc qui prennent le risque de se faire punir. Alors la punition en prison, c'est d'abord, t'es puni, t'as plus le droit de faire des activités en dehors des cours. Mais celles qui refusent d'aller en cours parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont peur d'avoir une tâche et donc de se faire humilier, et du coup, on leur enlève la télé. Alors autant vous dire que dans 9 mètres carrés, plus de télé, plus rien, ça devient très long les journées. Donc voilà. Et en fait, tout ça, toute la question des règles, elle participe à montrer et à faire comprendre aux filles qu'elles n'ont rien à faire en prison et que si elles sont là, elles sont vraiment des moins que rien. Et ça participe à la stigmatisation et à la stigmatisation collective de leur corps. Et après, on leur demande de prendre soin de leur corps et d'être en capacité de faire un test de dépistage, de prendre en charge leur contraception et ainsi de suite à la sortie. Ce qui est relativement contradictoire avec le discours qu'on leur donne dans l'institution. Donc voilà. Pour terminer très rapidement, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Arthur sur la question de l'éducation à la sexualité, mais malgré tout, dans cette enquête, on s'est rendu compte que les liens entre hygiène et santé étaient très forts, puisqu'ils voient peu comment on peut respecter son corps dans un lieu où on ne respecte pas leur corps et on ne respecte pas leur lieu d'incarcération, leur incarcération. Alors ça va avec les protections périodiques des filles, ça va avec les produits de santé aussi, les produits d'hygiène, le shampoing, le déodorant, tout ça. Alors voilà, les filles qui n'ont pas le droit de s'épiler, tout ça. Alors ça, par exemple, c'est un truc, elles trouvent ça inadmissible qu'elles ne doivent pas avoir le droit de se raser. Donc voilà. Et puis, nous, quand on leur a posé la question, parce qu'il y avait tout un volet de l'enquête sur la question des IST, du dépistage et tout ça, on leur a posé la question, mais par exemple, si à la sortie, on te proposait des préservatifs, est-ce que tu serais prêt à prendre un kit de préservatifs et tout ça? Et là, ils nous ont répondu, comme dans une autre enquête qu'on avait faite en milieu ouvert, ah mais les préservatifs gratuits, c'est dégueulasse. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas les moyens. Et puis c'est pas parce que je suis en prison que je suis pauvre. Moi, si je veux, je peux m'acheter ton salaire, je peux m'acheter ta vie, je peux m'acheter les meilleures capotes de la terre et jamais je n'écris avec la prison.
Donc là, on l'a mis un peu plus poliment, hein. On ne va pas coucher avec la prison. Mais quelque part, c'est des choses comme ça qui sont ressorties, mais qui pour nous étaient très parlantes en termes après de prévention. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas tout passer par la prison. La prison peut être un lieu d'information, mais ne peut pas être un lieu de protection à l'extérieur de la prison. Par contre, elle peut accompagner les jeunes sur éventuellement des lieux de prise en charge différents. Au final, c'est une enquête qui nous a permis d'apprendre beaucoup sur les pratiques des jeunes et sur l'entrée dans la vie affective et sexuelle des jeunes de la frange la plus précaire et des milieux les plus populaires qu'on n'arrive pas à toucher, des garçons en particulier et des filles pour certains profils, mais vous verrez ça dans le rapport que vous lirez tous, qui fait juste 270 pages, donc on s'est retenu. Mais pour terminer aussi, je trouve que cette question de la sexualité en prison, elle a permis pour les professionnels de parler de la sexualité, ce qui n'était pas forcément évident pour eux, ce qui a été assez compliqué pour eux au départ de comprendre pourquoi on voulait les interroger aussi, parce que eux, leur boulot, c'est pas de gérer la sexualité, ni aux uns ni aux autres, ni même à l'unité sanitaire qui doit gérer les urgences sanitaires vraiment dans la prison en tant que telle. Et puis finalement, on est arrivé à des professionnels qui nous racontent les violences sexuelles en prison, notamment faites par les jeunes, essentiellement du ressort de la provocation verbale et de l'insulte à l'égard des professionnels en général et des femmes en particulier. Donc ça va de ici je vais tous vous niquer à toi espèce de pute, si je te retrouve dehors, tu verras ce que je te fais. Et puis surtout aux violences sexuelles intraprofessionnelles, avec toutes les phases, tous les récits de harcèlement, d'humiliation, d'attouchement et de violence entre les professionnels de corps différents ou de même corps de métier. Et finalement, on s'est retrouvé à être dépositaire de paroles, de violences qui ont lieu parce que on ouvrait la parole aussi à tous ces échanges-là qui étaient possibles. Or, ce n'était pas forcément des attendus de l'enquête quand on pensait travailler sur la sexualité. Voilà, donc on a publié cette semaine le rapport qui est très long, qui est bleu, et la version très courte qui est là et qui est là-haut. Et donc voilà. Merci beaucoup. Oui, vous avez éclaté le temps de parole, mais ça, c'est pas grave. Merci à tous les deux. Là, peut-être pour les questions, est-ce que Paris a des questions à poser? Je vais faire du plus lointain au plus proche. Paris est en escape game. Ils essayent de sortir. Alors, je ne sais pas. Peut-être dans la salle, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou demander une précision? N'ayez pas peur, ils ne mangent pas. Hein. Oui. Ah, là-haut. Bon, attendez, il y a le micro arrive. Bonjour déjà. Quand vous avez parlé des professionnels qui justifiaient les violences à l'encontre des pointeurs, est-ce qu'il y avait un type de professionnel qui revenait plus, par exemple les surveillants ou... La conférence touche bientôt à sa fin. L'administration pénitentiaire. Voilà, c'est une question de joker. Donc, Oui, sur cette question-là, puisque c'est une question qui est liée en fait vraiment au quotidien de la détention, c'est-à-dire ce qui se passe dans les couloirs, etc. Forcément, les gens qui sont là dans les couloirs, c'est essentiellement les surveillants et les surveillantes. Alors ça peut aussi être les éducateurs, parce que malgré tout, ils sont quand même aussi très présents dans les couloirs. C'est beaucoup moins le cas, notamment du côté des enseignants qui, eux, font des interventions très ponctuelles ou des professionnels du soin. Mais c'est vrai, plutôt les surveillants, les éducateurs qui peuvent être concernés par ce genre de... D'abord les surveillants, puis quelques éducateurs. Autre question? Ah, la partie gauche de la salle. La meilleure à gauche, non. Vous n'avez pas du tout abordé les histoires de grossesse, d'IVG, parce que j'imagine qu'il y a des jeunes filles qui doivent rentrer en étant enceintes, etc. Merci. Alors, on a enquêté sur divers lieux. Il y a des filles. Il y a une fille qu'on a rencontrée qui dit qu'elle a perdu son enfant, qu'elle a fait une fausse couche après l'entrée en détention. Les professionnels ne sont pas d'accord avec elle, donc là-dessus, les entretiens divergent. Elle l'a vécu comme ayant perdu toute seule son enfant, qu'elle était à 3 semaines de grossesse. Donc, bon, bref, autant vous dire que la question du fœtus et de l'embryon, ça reste compliqué.
Dans une autre prison, on a rencontré plutôt au moment des restitutions des filles qui étaient enceintes au moment de l'incarcération. Et donc, du coup, qui ont un suivi avec le CHU de secteur pour leur grossesse. Le fait est que dans une des prisons, on a enquêté, alors je vais lever l'anonymat, c'est enregistré jusqu'au bout, c'est pas grave, mais pour ceux qui connaissent bien la prison, mais il y a une des prisons dans lesquelles on a enquêté, auxquelles on n'a pas pu avoir accès à l'unité sanitaire, et pourtant c'est une unité sanitaire où il y a une présence de bonnes sœurs. Donc dans la maison d'arrêt de femmes. Donc du coup, ça pose des questions en termes d'accès à l'IVG, d'accès à la contraception, d'accès à l'information. Alors il y a des associations qui font des interventions de l'extérieur sur ces questions-là. On sait que dans les récits des filles, par exemple, qui prenaient une contraception avant de rentrer, plutôt une contraception orale avant de rentrer en prison, on leur a expliqué que maintenant que tu es en prison, de toute façon, tu baiseras pas. Donc tu n'as plus besoin de prendre ta pilule, on va pas se faire chier avec ça, quoi. Donc voilà, sauf qu'on sait aussi dans les autres enquêtes que quand on est jeune et qu'on arrête une contraception, eh ben, la reprise de la contraception est complexe et donc du coup on s'expose à la sortie à des grossesses non prévues et non désirées. Donc ça c'est des éléments qu'on a rapportés. Et puis on a des récits d'éducatrices, notamment dans cette prison-là où il y a des bonnes sœurs qui nous racontent des stratégies pour donner accès à l'IVG aux filles qui font le désir d'interrompre leur grossesse en disant elle a rendez-vous au tribunal et machin. Et en passant par le tribunal, elle passe par l'hôpital pour aller pratiquer une IVG parce que l'unité sanitaire n'aide pas du tout, on va le dire comme ça, pour être poli, cette question-là. Dans les autres prisons, on a plutôt des filles... on n'a aucune fille qui a un implant au moment de son incarcération, il ne me semble pas. On a des filles qui utilisent très peu des préservatifs. On a quelques filles qui se disent escortes et donc qui sont travailleuses du sexe, qui ne se disent pas prostituées et qui ne sont pas des prostituées parce qu'elles ne se disent pas prostituées, mais elles sont escortes et elles pratiquent l'escorting avec des rapports sexuels avec les clients et avec leurs clients utilisent des préservatifs. Mais par contre, elles n'utilisent pas la contraception et elles peuvent utiliser avec leurs copains la contraception d'urgence. Et en fait, il y a ça à garder malgré tout en tête, c'est que ça reste des adolescents. À l'adolescence, on parle beaucoup de sexualité, mais on en fait beaucoup moins que ce qu'on parle. Que les occasions d'avoir des rapports sexuels sont beaucoup moins nombreuses que les occasions de parler des rapports sexuels qu'on aimerait bien ou qu'on aurait pu avoir. Et donc, du coup, il y a plus de recours à la contraception d'urgence en dehors que de recours à la contraception, qui notamment est liée aussi au milieu social duquel viennent ces jeunes, avec un faible recours aux soins, un faible suivi médical et tout ça. Ce qui est encore plus dommageable quand... il y a des filles qui demandent à avoir accès à la contraception ou à faire perdurer leur contraceptif et qu'on leur répond que ici elles sont là pour 4 mois donc il n'y a pas besoin quoi. Donc voilà. Peut-être juste pour compléter du côté des garçons, quand je disais tout à l'heure qu'ils étaient très peu initiés à la sexualité, enfin, en tout cas qu'ils n'étaient pas socialisés avant d'avoir leur premier rapport, ce qu'on a vu sur cette question des grossesses et de l'IVG, c'est que la plupart rejetaient vraiment toute la responsabilité du côté des filles. C'est-à-dire pour eux, alors il y en a qui avaient des copines qui ont déjà eu un IVG, etc. Pour eux, c'était de leur seule responsabilité. C'était vraiment très marqué dans leur discours. C'était très rare qu'on ait des discours un peu différents là-dessus. Au même titre que les autres garçons ailleurs. Oui, oui. Et par ailleurs, on avait aussi quelques garçons, mais très peu, mais qui étaient eux-mêmes pères, avec là aussi les mêmes questions pour les filles, c'est-à-dire que ça correspond aussi à des populations spécifiques, des communautés, etc. Mais en tout cas, c'est une problématique qui peut se poser aussi pour les garçons. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est presque le centre, parce qu'on a fait la gauche, la droite. Presque. Est-ce que dans vos entretiens, les jeunes ou les professionnels, mais ont évoqué des violences sexuelles qu'ils auraient subies auparavant? Par des jeunes, mais plutôt par des adultes, je pense. Ah oui. En fait, dans les entretiens, on ne posait pas la question frontalement comme ça, mais comme on leur demandait pendant... Les entretiens étaient longs, ils pouvaient être répétés, on revenait sur les lieux. On passait 3 à 4 jours dans les prisons à chaque fois, à chaque session, donc ça leur permettait éventuellement de nous réinterpeller, de nous dire « Attends, je t'ai pas tout raconté, ou je sais pas quoi faire, je pourrais faire encore un entretien avec toi ». Mais oui, on a eu des récits de violences subies par des adultes ou par d'autres jeunes, ou par d'autres jeunes. Mais oui, notamment chez les filles et chez les garçons, hein, c'est des choses qui ont été rapportées. Et puis il y a des éléments que nous, en tant qu'adultes, on coderait comme des formes de violence,
mais qui ne sont pas pour autant codées comme des formes de violence par les jeunes. Alors, c'était pas à nous de mettre le fait que c'était une violence. Par contre, on était là pour les écouter et pour les inciter après à essayer d'en parler avec l'unité sanitaire. Enfin voilà. Mais nous, on ne pouvait pas dire, bah, tu vois là, vu ce que tu décris, voilà, de mettre des mots et après d'abandonner un jeune dans sa cellule le soir en disant, allez, bon courage. Donc voilà. Mais oui, cette enquête-là, elle aura aussi servi à ça et c'est aussi, on s'est rendu compte aussi que ça a servi pour certains garçons à parler de la question du consentement et à interroger en fait le consentement qui, alors sur une autre enquête qu'on avait fait à l'INJEP, on s'était rendu compte que le consentement était très peu abordé dans les quelques séances d'éducation à la sexualité qui sont faites en milieu scolaire, et on sait que c'est pas fait dans tous les établissements et à tous les niveaux comme le voudrait la loi, mais que pourtant cette question-là, elle est centrale dans la manière dont on va apprendre et dont on va avoir après se tisser les rapports de genre. Et après, on ne peut pas demander des rapports égalitaires si la question du consentement, personne ne le définit, personne n'explique ce que c'est, personne. Voilà. Et donc, du coup, il y a plusieurs garçons qui nous ont dit mais en fait, on ne sait pas quand une fille, elle veut ou elle veut pas. Et donc, par exemple, ils nous citaient des exemples, ils nous racontaient des expériences qu'ils avaient vécues en disant mais là, par exemple, je ne sais pas si elle voulait ou pas. Comment on peut savoir si une fille, elle veut ou pas ? Et donc, on s'est retrouvés aussi avec des vraies grosses interrogations importantes de la part des garçons qui ne trouvent pas d'interlocuteur pour poser cette question-là. Mais pas plus, pas moins en prison que dans le reste de la société et auprès des autres jeunes qu'on a pu enquêter sur d'autres enquêtes. Donc voilà. En fait, pour nous, la conclusion, c'est que les jeunes qui sont incarcérés ne sont pas spécifiques parce qu'ils sont incarcérés, ils sont spécifiques par tous les autres critères et les autres variables sociodémographiques. Et donc, ils sont d'abord membres de leur génération, membres de leur milieu social, membres de leur territoire et ainsi de suite. Et c'est ça qui va faire leur parcours. Et le fait d'être incarcéré, ça ne va pas avoir une spécificité en soi, un critère exclusif qui va permettre d'expliquer leur parcours de vie. Ça va être un élément de plus dans leur parcours de vie. Une dernière question avant de couper. Pas la prison. Personne. Bon, donc merci encore à tous les deux. Moi, j'ai rien fait, hein. Moi, je fais que les adultes, donc. Et donc, écoutez, merci pour votre participation. La prochaine conférence, avant que tout le monde s'échappe, de la chaire jeunesse dans les séminaires du mardi aura lieu le 12 décembre. Et ce sera donc François Galichet, qui est philosophe, qui viendra nous présenter toutes les questions qui se posent autour de l'accompagnement, qu'il soit éducatif, social ou culturel. Voilà.